mardi, nous avons fait un live en compagnie de Yacine qui a un projet donc d'association pour faire l'école à la maison, entre guillemets, puisqu'il s'agit en fait de créer une association pour faire l'école aux parents, enfin aux enfants dont les parents ne souhaitent plus les envoyer à l'école. Mais, il y a un gros problème et ce soir, nous allons en parler avec Farida qui a été, enfin, qui en a parlé mardi, mais malheureusement pas écouté. Ce soir, elle se prononcera sur les recherches qu'elle a effectuées et on va voir ça de suite. Mes amis, je vous laisse partager le live. Je vais envoyer le lien tout de suite à Roman et Farida via Facebook. Hop, il est là. Le voici, le voilà. Voilà le nouveau lien. Je te l'envoie. Il est parti. Je disais également qu'on va en parler avec Farida. Nous allons parler des faits divers qui se sont déroulés ces derniers temps, notamment dans une maternelle en région parisienne. Aujourd'hui, c'est la mode, hein. On va parler beaucoup de tout ce qui se passe dans les écoles, avec tout ce qui s'y prépare, hein. Cela ne m'étonne guère. Est-ce que Farida est là? Bonsoir Farida. Bonsoir à tous, bonsoir Saber. Salut Farida, salam alaikum. J'espère que tu vas bien. Eh ben, je disais tout à l'heure, beaucoup de péripéties dans la journée, mais ça va. Je demandais aux gens s'ils pouvaient partager au maximum le live pour prévenir celles et ceux qui étaient là juste avant. Alors, je ne suis pas sûr que les notifications soient toutes parties, mais c'est pas grave, on est là, la vidéo reste en ligne. Nous sommes disponibles pour commencer ce live. Farida, Roman, je vous salue et je rappelais donc qu'on avait fait un live mardi pour parler d'un projet d'association qui avait été lancé par le jeune Yacine Donc, qui Saber, oui, j'aimerais resaluer tout le monde parce que tout à l'heure, voilà, vu qu'on a on a tout à changé fait. de lien et de live, euh, Ouais, je repasse le bonsoir à tout le monde. J'ajoute juste une petite chose par rapport aux notifications. YouTube a changé ses techniques de notification, c'est-à-dire que quand on s'abonne, ça ne suffit plus. Il faut en plus activer les notifications avec la petite cloche. tout à fait. Je dis ça pour ceux qui nous suivent sur Exactement. la chaîne Farida Belgoul, Et tu fais qui très bien de le activent dire, hein. les notifications. Voilà. Ouais, ouais, j'oublie régulièrement de le rappeler. C'est vrai qu'il ne suffit pas simplement de s'abonner. Il y a une petite cloche. Il faut qu'elle soit en mode vibreur. Vous cliquez dessus, vous verrez, c'est tout simple. Pour recevoir les notifications lorsque Farida ou sur ma chaîne ici, quand on est en live, vous recevez directement un petit message. C'est une très bonne chose. Merci à toi, Roman. En tout cas, j'espère que toi aussi, tu vas bien, Roman? Très, très bien, ça va. Très, très bien. Eh bien, avec l'Alhamdulillah, comme on dit. Voilà, Alhamdoulilah. mes amis. Je salue les modérateurs qui sont sur le chat. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien surveiller les commentaires. S'il vous plaît, de ne pas supprimer les commentaires qui sont des critiques. On tolère la critique, il n'y a aucun problème. Les injures et tout ça, on les banne, no problema. Mais s'il vous plaît, soyez un peu plus ouverts et acceptez la critique, les amis. Non? D'accord? Allez, c'est parti, mon kiki. Comme je disais donc, mardi, nous avons fait un live. Yacine a pour projet, il le garde tout le temps. Je l'ai eu par message tout à l'heure. Il m'a dit qu'il était convaincu que non, c'était son projet, qu'il allait continuer. On en avait parlé. Farida lui avait annoncé donc que ça restait difficile. Et ce soir, elle va vous expliquer pourquoi. Donc, Farida, tu as fait des recherches concernant ce que tu avais avancé mardi. Et là, tu reviens convaincu et avec les éléments sous la main. En fait, Yacine a eu une très bonne idée. C'est pas le premier qui a eu cette idée. Il s'agit de créer une école alternative pour faire face aux politiques pédagogiques sexualisantes, notamment qu'on subit actuellement à l'école en tant que parents, puisque nos enfants atteints de cette façon, évidemment, cela nous touche également. Donc, le projet de créer une école alternative qui n'est pas une idée originale est une bonne idée. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas originale qu'elle ne mérite pas d'être soutenue. Donc, tu m'avais contacté en me disant j'ai ce jeune juriste en formation qui entend créer cette école alternative et Tout je à souhaite fait. que tu viennes sur mon live pour soutenir ce projet. Et moi, évidemment, j'avais été d'accord puisque toutes les bonnes idées, toutes les bonnes initiatives et toutes les énergies qui peuvent aller dans le sens de la protection des enfants, je les soutiens, d'où qu'elles viennent, puisque je n'ai pas d'a priori ni sur la race, ni sur la religion, ni sur la classe sociale. Donc, évidemment, je me suis présentée à ton live pour soutenir Yacine. Et on t'en remercie. Merci beaucoup, Farida. Non, oui,
je vous remercie de me remercier, mais je voulais dire que ça fait partie de mon travail de porte-parole du mouvement JRE, que justement d'encourager toutes les initiatives qui vont dans le sens de la protection des enfants, comme je te l'ai dit. Ouais. Alors, le problème qui s'est posé, et que, à mon avis, Yacine n'a pas bien compris, qu'il a pris pour une agression de ma part, c'est que, l'écoutant parler de son projet, j'ai été inquiète, parce que je me suis rendu compte qu'il ne maîtrisait pas encore tous les tenants et les aboutissants qui pourraient lui permettre effectivement de créer cette école alternative. Puisque si j'ai bien compris, et je pense avoir bien compris, il propose de mettre en place une association de fait, c'est-à-dire une association qui n'est pas déclarée à la préfecture de police sous le statut juridique de l'association loi 1901, mais une association de fait, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de gens, de parents en l'occurrence, avec des enseignants qui pourraient dans une salle notamment, qu'ils auront à choisir et à trouver, dans une salle, ouvrir une école alternative dans laquelle il nous disait qu'on y retrouverait ce qu'il y a de bon dans l'éducation nationale, à savoir les enseignements, mais pas ce qu'il y a de mauvais, à savoir la théorie du genre et l'enseignement et les cours d'éducation sexuelle. Alors, jusque-là, tout va bien, sauf que cette formation, cette association de fait, elle se heurte à la loi. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, on ne peut pas créer un regroupement de parents sans déclaration, c'est-à-dire sous la forme de cette association de fait qu'il préconise, et mettre cette association de fait, donc avec des enfants dans une salle et des professeurs, en l'occurrence des retraités, afin que celle-ci soit une école où les enfants pourraient être pris en charge par ces professeurs pour recevoir un enseignement épuré de l'éducation sexuelle et de la théorie du genre. Alors, il m'a dit que je me trompais. Alors, moi, j'ai été un petit peu surprise parce que je me suis dit que pour un juriste, normalement, il connaissait quand même un peu son projet. Et je me suis rendu compte qu'il avait étudié son projet, qu'il avait dû certainement prendre les informations qu'il se devait de prendre, notamment à partir d'une étude sérieuse des textes officiels. Et il est apparu que ce n'était pas le cas. Ce qui m'a beaucoup choquée, en fait. C'est pour ça, effectivement, que j'ai été un petit peu ferme dans ma façon de m'exprimer. Mais je lui ai dit que pour créer une école, il fallait se renseigner sur ce qui se faisait déjà, aller voir par exemple quelqu'un qui était une spécialiste dans le domaine, je répète son nom, c'est celui de Anne Coffinier, notamment sur son site Créer une école. Et excellent site. Excellent site, et puis il y a d'autres expériences qui se sont menées, mais disons que ce soir-là, j'ai cité Anne Coffinier, j'aurais pu citer d'autres gens, et je lui ai dit que la loi, elle était telle que nous ne pouvions pas, à partir de deux familles, se regrouper pour délivrer un enseignement sans passer pour une école clandestine aux yeux des institutions, en l'occurrence de la mairie, de la préfecture, etc. Alors lui, il me dit que c'est pas vrai. Alors je lui ai dit, Yacine, je maintiens le fait que ton idée est bonne, c'est une bonne initiative que de vouloir créer une école, mais on ne peut pas en France créer une école simplement parce qu'on le désire, sans prendre connaissance des textes officiels, et donc sans prendre connaissance des limites qui nous sont imposées par la loi, laquelle loi d'ailleurs tend à restreindre de plus en plus déjà l'école à la maison, et dont on sait aussi que dans la République dans laquelle nous nous trouvons, évidemment, cette espèce d'instruction libre, d'enseignement libre, n'est pas admise facilement par la République. On a vu dans les années 80 comment les écoles catholiques ont dû se soumettre, parce qu'elles ont cédé, parce qu'elles se sont ralliées à une convention proposée par Mitterrand à l'époque, et on a affaire maintenant à beaucoup d'écoles sous contrat qui ne diffèrent en rien avec les écoles publiques de l'éducation nationale. Donc je lui ai dit, se regrouper à plusieurs familles pose un problème juridique s'il n'y a pas de déclaration d'école privée hors contrat. Voilà exactement ce qui s'est passé. Oui, exact. Hein. Voilà. Donc, il ne voulait pas me croire. Je lui ai dit de prendre contact avec des associations d'écoles à la maison comme l'EDA, les enfants d'abord, ou alors l'AIA, libre d'apprendre et d'instruire autrement, ou encore CIS. Enfin, il y a de nombreuses associations de parents non scolarisants qui donnent justement ces informations légales pour savoir où on met les pieds et comment procéder quand on veut retirer les enfants de l'école ou quand on veut les scolariser dans une école alternative. Bon, rien n'y fit manifestement, parce qu'il a maintenu pendant toute l'émission que je me trompais. Or,
je ne peux pas me tromper puisque j'ai été moi-même une maman qui n'a pas envoyé ses enfants à l'école. Et donc, pendant une douzaine d'années, j'appartenais à ces associations, notamment l'association Les Enfants d'abord et puis ensuite à l'AIA, Libre d'apprendre et d'instruire autrement. Et je sais depuis 12 ans, en conséquence, enfin depuis plus de 12 ans maintenant, parce que mes enfants ont grandi, je sais depuis le moment où j'ai pratiqué l'instruction en famille, où j'ai fait l'école à la maison, que nous n'avons pas le droit, à partir de deux familles, d'instruire nos enfants en commun. Donc ça a Oui, été tu l'avais dit mardi, hein. Oui, tu l'avais dit, mais tu n'avais pas les éléments donc sous la main, mais tu étais sûr de ce que tu disais, ça, je m'en souviens. Oui, j'étais sûre parce que ma pratique, elle est ce qu'elle est, 12 ans de pratique, c'est-à-dire la mienne, celle des autres. Et puis, je vous dis, j'étais en contact avec des associations de parents non scolarisants qui sont des associations extrêmement rigoureuses sur les textes, justement. Alors, ces associations, j'ai proposé à Yacine de les contacter. Je ne sais pas s'il l'a fait. Il n'est pas là ce soir pour nous le dire. Oui, alors apparemment, il aurait contacté donc le site Créer l'école et que comment elle s'appelle? École à la maison là dont tu lui as parlé De là. Anne Coffinier, oui. Anne Coffinier, pardon, qui lui a dit qu'apparemment il n'y aurait pas de problème. Bon, ça me surprend un petit peu. C'est Walid qui dit ça, mais je ne sais pas. J'ai un petit doute. Bon, alors, moi, de mon côté, j'ai contacté Les Enfants d'abord, qui Oui. est l'association à laquelle j'appartenais donc depuis très longtemps, à laquelle j'ai demandé le texte officiel, hein, parce qu'on ne peut plus discuter maintenant sur la preuve de ma bonne foi, donc on va faire autrement. Et donc, cette association Les Enfants d'abord publie un guide juridique destiné aux parents qui font l'école à la maison. J'ai donc obtenu la page concernant le regroupement à plusieurs familles, c'est la page 11 de ce guide juridique. Et si tu me le permets, je vais lire le paragraphe consacré justement à la question du regroupement à plusieurs familles pour instruire les enfants ensemble, sans déclaration. Voilà, merci à Roman qui a mis le lien donc du site Les Enfants d'abord sur le chat pour celles et ceux qui veulent aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, et puis évidemment, cette information sera confirmée par toutes les associations de parents non SCO, c'est-à-dire non scolarisants, et certainement aussi par Anne Coffinier, parce que bon, le texte le légal, il est le même pour tout le monde. Hein, on n'est pas dans une république qui a une loi géométrie variable concernant ces questions d'instruction. Donc, je disais donc, je me suis procuré le guide juridique actualisé de surcroît, parce que le mien datait de quelques années. Donc, je me suis procuré la version actualisée mise à jour en septembre 2017. Donc, on est tout proche de la date. Et Les Enfants d'abord, donc une association loi 1901 qui a été créée en 1988, qui existe donc depuis 30 ans. C'est donc une association qui a pignon sur rue et qui, en 30 ans, on peut l'imaginer et l'envisager, a évidemment une expérience hors catégorie dans le domaine de l'instruction en famille et des problèmes juridiques que cette instruction peut poser. Donc, à la page 11 du guide juridique des enfants d'abord, vous avez le paragraphe 6 qui s'intitule « Se regrouper à plusieurs familles, point d'interrogation, la jurisprudence des écoles de fait ». Et c'est exactement le projet de Yacine, puisqu'il nous proposait une association de fait qui prendrait donc la forme d'une école consentie entre les partenaires. Alors, je vais vous lire le paragraphe, ça m'évitera comme ça moi-même d'être accusé d'être de mauvaise foi et de refuser un soutien à quelqu'un qui le mériterait. Je vous lis exactement mot pour mot le paragraphe concernant ce regroupement à plusieurs familles et la jurisprudence qui en découle. Ce guide juridique est à votre disposition en contactant Les Enfants d'abord. Vous pouvez le commander, c'est la page 11, c'est le paragraphe 6, je le lis. Selon une alors donc le paragraphe s'intitule « Se regrouper à plusieurs familles, la jurisprudence des écoles de fait ». D'accord. Selon, je cite donc le texte du guide juridique. Nickel. De l'EDA, c'est-à-dire des enfants d'abord. Selon une jurisprudence très ancienne de la Cour de cassation, toute instruction dispensée collectivement, de manière habituelle, à des enfants d'au moins deux familles différentes doivent faire l'objet d'une déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé suivant les modalités prévues par les lois du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850. Je répète, à partir de deux familles, vous devez impérativement faire une déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé suivant donc les lois du 30 octobre 1886 et du 15 mars
1850. C'est exactement ce que je disais dans ton live l'autre fois, sauf que je n'avais pas les lois de 86 et de 1850. Je poursuis. Je cite toujours le paragraphe 6 du guide juridique de l'association Les Enfants d'abord. Cette jurisprudence a été confirmée ultérieurement. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'elle est ancienne, oui, elle l'est, c'est reconnu par le guide, mais elle a été ultérieurement confirmée à propos de leçons particulières données par 2 personnes dans quelques familles qui avaient réuni 3 enfants appartenant à 2 familles. La chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que, ouvrez les guillemets, je cite la Cour de cassation, si l'enseignement que le père, c'est-à-dire le père de famille en question, puisqu'on a affaire à une jurisprudence, si l'enseignement que le père fait donner en particulier à ses enfants échappe à la réglementation, vous avez bien compris, si cet enseignement échappe à la réglementation, c'est-à-dire à ses enfants, à lui, il n'en est pas de même lorsqu'il y a réunion de diverses familles. Fermez les guillemets. On a à une autre partie de la citation de la Cour de cassation, ouvrez les guillemets, que quelque limité que soit le nombre d'enfants qui sont admis, c'est-à-dire quel que soit le nombre d'enfants admis dans ce système, un pareil enseignement, à savoir un enseignement qui regroupe plusieurs familles, un pareil enseignement ne saurait être confondu avec l'enseignement domestique, c'est-à-dire ne saurait être confondu avec l'école à la maison. Il rentre au contraire dans la catégorie des écoles libres pour l'ouverture desquelles il est indispensable que l'instituteur, c'est-à-dire celui qui va délivrer l'enseignement à ses enfants réunis, fasse les déclarations prévues par les articles 37 et 38 de la loi du 30 octobre 1886. Et ça, c'est une citation de la chambre criminelle. Vous voyez par quoi c'est légiféré, la chambre criminelle. Hein. Chambre criminelle, Cour de cassation 1903, numéro 388, page 653. Troisième paragraphe, en 1904, continue le guide juridique de l'association Les Enfants d'abord, en 1904, la chambre criminelle de la Cour de cassation développe ce raisonnement en recourant à un faisceau d'indices. 2 points, ouvrez les guillemets. La réunion de plusieurs professeurs dans la même maison, la simultanéité des leçons données dans des salles séparées, mais concurremment par les diverses institutrices d'après un tableau arrêté à l'avance, la présence simultanée de plusieurs enfants sous la surveillance du personnel enseignant, l'organisation des leçons d'après une unité de vue et de direction et conformément au tableau arrêté à l'avance, ne permettent pas de reconnaître aux leçons données, dans ces circonstances, de fait, le caractère de l'enseignement que le père fait donner en particulier à ses enfants. Par un enseignement ainsi organisé, les prévenus, parce qu'ils étaient donc devant un tribunal, les prévenus procuraient aux enfants et s'assuraient pour elles-mêmes tous les avantages et effets de l'enseignement primaire, public et libre. Chambre criminelle, Cour de cassation, numéro 338, page 563. Ce qui veut dire, quand on comprend le français, et surtout quand on comprend les textes juridiques, ce qui est probablement le cas de Yacine, puisqu'il est étudiant en droit, qu'on n'a pas le droit, à partir de 2 familles, de mettre des enfants dans une école non déclarée, qui serait une association de fait. C'est effectivement interdit par la loi et rapporté par l'association LEDA, mais M. Yacine peut aller vérifier la jurisprudence en question dont j'ai donné les références. Donc, quand tu dis non déclaré, c'est non déclaré à la préfecture, Farida. Non, c'est non déclaré selon les articles 37 et 38 de la loi d'octobre 86. C'est-à-dire qu'à partir de 2 familles, c'est considéré par la loi comme étant une école de fait. Et on n'a pas le droit de faire des écoles de fait. Il faut faire des écoles qui se soumettent aux injonctions légales, c'est-à-dire tout ce qui concerne la création d'une école privée. C'est la raison pour laquelle j'avais renvoyé Yacine auprès de Anne Coffinier, puisque celle-ci est la spécialiste de la création des écoles privées. D'accord, d'accord. Et en plus, donc lui, en tant que juriste, ça m'étonne qu'il n'ait pas connaissance de ce que tu viens de citer à l'instant. Ça me paraît bizarre.
En tout cas, bon, manifestement, il ne connaissait pas les choses, il ne connaissait pas la loi, mais il n'avait pas non plus l'expérience que moi j'avais dans le domaine de l'école à la maison et de la création d'écoles hors contrat. Je n'ai pas une grande expérience dans le domaine de la création d'écoles hors contrat parce que je n'en ai pas créé moi-même. Par contre, j'ai toujours été informée par les personnes compétentes du fait que nous n'avions pas le droit, à partir de 2 familles, de se réunir pour enseigner de manière commune à nos enfants. Il fallait que chaque famille soit séparée des autres pour que l'école à la maison ait une justification légale. En dehors de cet isolement, entre guillemets, eh bien, nous étions considérés comme une école clandestine et nous tombions donc sous le coup de la loi. D'accord. Et il y a une question donc sur le chat, mais c'est ce que j'allais te demander. Mais qu'est-ce qui risque en fait si, admettons, il devait se lancer donc dans son association, recevoir des dons de livres, etc., et il n'a pas le droit, accueillir plusieurs familles? Il n'a pas le droit. Il n'a pas Oui, le droit il de n'a faire pas ça. le droit. Mais qu'est-ce qui risque justement s'il le Moi, faisait? je ne connais pas les peines qui peuvent être, comment dirais-je, attribuées, affectées à quelqu'un qui a transgressé la loi, mais il y aura des peines. Il y aura des peines. De toute façon, il y aura. Je peux te donner un exemple qui a eu lieu récemment. Je ne sais plus. On a accusé une école de faire une école coranique clandestine. Ils se sont trouvés avec la fermeture par le maire et la préfecture. Ils se sont trouvés condamnés à la fermeture de l'établissement. Ah ouais, d'accord. Donc, ils vont automatiquement lui faire fermer son local. Donc, ça servirait à rien du tout Oui, de et se puis lancer. quand on a local, il faut faire déclaration donc d'école privée. Donc là, on tombe forcément dans tous les impératifs imposés par la loi sur la création des écoles privées, notamment mettre les locaux aux normes, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut des sorties de secours, un système électrique ad hoc, enfin toute une série de contraintes, je dirais matérielles, qui coûtent énormément d'argent, évidemment, parce que sinon, on serait tous à créer nos écoles. Hein. Enfin, moi, j'en aurais créé une dizaine si ça avait été si simple. Ceci dit, je le répète, je n'ai absolument rien contre le projet d'Yacine de vouloir créer une école alternative. Je le répète, il n'est pas le seul à le vouloir le faire. Je l'ai voulu moi-même et je me suis trouvé heurté justement à ces contraintes légales. Ouais, c'est ça, hein. De toute façon, il est clair qu'ils ont bétonné tout ça, hein. T'inquiète pas qu'ils n'allaient pas laisser faire les gens. Donc, c'est bien ficelé leur histoire, hein. Comment? Alors, il y a une question. On avait entendu aussi cet été ce genre de proposition en juillet et août, quand la loi Schiappa est sortie. Je ne sais plus qui avait proposé de créer une école comme ça, dans une yourte ou des granges ou des mobil-homes. J'avais dit à la fin du mois d'août que c'était interdit. Ce que j'ai Ouais. dit à cette personne est valable aussi pour Yacine, c'est interdit. Et moi, je ne cherche pas du tout à ce que les gens ne parviennent pas à réaliser leur projet, bien au contraire, et loin s'en faut. Ce que je dis tout simplement, c'est casse-cou. Attention à vous, attention aux familles que vous allez éventuellement, en méconnaissance de cause, entraîner vers un abîme avec des ennuis juridiques interminables. Mais Sans grave. parler du fait que vous mettez des enfants dans une situation qui n'est pas légale et qui donc forcément leur posera des problèmes. Ouais, bah oui. De toute façon, ça posera des problèmes à tous, hein. Et si par exemple, donc, les cours sont donnés par Internet, s'il crée son association, mais que c'est fait par Internet, tu crois que c'est faisable ou pas? C'est une question qui a été mise sur le chat. Par Internet, j'en sais rien, je ne vais pas m'avancer. Je sais simplement que il faut toujours être. De toute façon, les cours sur Internet, je n'ai pas les textes de loi en tête, mais il y a une chose qui est certaine, on ne peut pas donner des cours sur Internet à des enfants de 6 ans. Si je me souviens bien, Ouais. l'âge qu'ils nous avaient donné, c'était 3 à 7 ans. Je ne vois pas des enfants de 3 à 7 ans recevoir un enseignement sur Internet. Je ne le vois même pas déjà pour des enfants de 12 ans. Je veux dire qu'il est absolument impératif que nos enfants aient affaire évidemment à des êtres humains et pas à des machines, parce que justement, le rapport qu'ils ont aux machines en ce moment est en train de les égarer et les conduire à des comportements addictifs qui sont contraires au développement intellectuel ou au développement de l'intelligence. Donc, de toute façon, quand on parle d'enseignement sur Internet, il faut savoir qu'on a les limites, on se heurte aux limites pédagogiques de la machine. Ouais, bah bien sûr. Je ne Bien vois pas sûr. un enfant de 3 ans, ou même de 6 ans, ou même de 8 ans, être en mesure d'être attentif et studieux tout seul devant un écran. En Ça, fait, ce sont des procédures qui concernent les adultes. Alors, concernant les adultes, vous avez effectivement un certain nombre d'organismes de formation qui peuvent être suivis
par eux selon justement les formations qu'ils recherchent, mais les enfants ne peuvent pas être placés tout seuls chez eux ou à plusieurs même dans un univers 100 mètres devant des écrans d'ordinateur. C'est pas avec un enseignement sur Internet qu'on apprend à un enfant de 6 ans, par exemple, à lire et à écrire. C'est avec la méthode syllabique. Tout Par à fait. contre, moi, j'ai mis en place sur le net, dans le cadre du magistère de l'instruction publique, une formation pour les parents. Exact, oui. Tu en avais parlé. Cette formation pour les parents qui leur donne la maîtrise de la méthode syllabique afin qu'eux-mêmes ensuite puissent à la maison être les instituteurs de leurs enfants, c'est-à-dire être capables et avoir été formés pour délivrer justement l'apprentissage syllabique qui respecte le fonctionnement du cerveau. Mais en aucun cas j'ai imaginé qu'on allait pouvoir effectivement apprendre à lire et à écrire à des enfants de 6 ans sur Internet. Ouais. Donc, non, la formation que toi tu proposes, c'est pour les parents, on le rappelle. Oui, tu en avais parlé lors d'un premier live. C'est une formation qui, en 6 heures, leur permet justement avec moi et avec d'autres parents en ligne de comprendre comment fonctionne la méthode syllabique, pourquoi cette méthode est la seule capable d'apprendre réellement de manière efficace aux enfants à lire et à écrire. On apprend aussi dans le cadre de cette formation qu'est-ce que le constructivisme actuellement à l'école qui fait les ravages que je dénonce depuis maintenant de nombreuses années, parce que ce constructivisme-là, c'est ce qui fabrique des illettrés. Tout ça est expliqué sur Internet dans le cadre du magistère de l'instruction publique que nous avons créé, Roman et moi, mais c'est une formation qui s'adresse aux parents. Voilà. Et ces parents l'ayant suivi se retrouvent ensuite compétents, effectivement, pour, je le répète, apprendre eux-mêmes à lire et à écrire dans une salle normale, en contact avec leurs enfants, évidemment, ou leurs neveux, ou leur voisinage, ils sont en mesure de pouvoir effectivement apprendre à lire et à écrire à des enfants. Ouais. Donc, les textes de loi concernant les formations sur Internet ne nous concernent pas quand elles concernant des enfants qui vont à l'école, parce qu'ils n'ont pas l'âge de recevoir des formations sur le net. Je déplore déjà l'usage de la tablette dans les établissements scolaires qui enlève aux enfants le stylo de la main, le stylo étant, la graphie étant un élément de leur formation extrêmement important, puisque la main reliée au cerveau développe là aussi les connexions neuronales qui permettent que les enseignements et les apprentissages se fassent de manière efficiente. Alors, ce n'est pas pour dire aux enfants de 3 ans d'aller sur Internet pour apprendre à lire et à écrire. C'est parfaitement impossible. À partir de quand ils vont mettre en place les tablettes? C'est déjà fait, hein, c'est déjà. Mais ils vont tuer les gamins. Voilà, c'est déjà en cours. Donc, moi, je suis pour toutes les initiatives. Je redis à Yacine que je n'ai absolument rien contre lui. Oui. Je déplore qu'il ait mal pris parce que c'est un juriste donc il connaît l'exigence du droit dans un pays comme la République française. Il doit faire avec la contrainte du droit. Hors de cette contrainte, c'est s'exposer lui et les autres à de sérieux problèmes. D'accord. Est-ce que ce sera possible de me remettre justement le lien de l'article de loi que tu nous as cité pour que je le mette dans le descriptif après? Eh bien, écoute, moi, ce que je conseille, parce que la page, je ne sais pas si on peut la scanner, te la mettre quelque part, c'est compliqué. Il faut simplement se procurer le guide juridique de l'association Les Enfants d'abord. D'accord. Et l'ouvrir à la page 11 et on trouvera le paragraphe 6 qui traite de ce problème de regrouper les enfants du regroupement de plusieurs familles pour enseigner aux enfants. Ce n'est pas possible, sauf évidemment si vous le déclarez pas, mais c'est à vos risques et périls. Tout à fait. Il faut savoir que tout se sait déjà. Et moi, je ne peux pas valider, tu comprends bien, Saber, je ne peux pas valider quelque chose qui n'est pas dans les clous du point de vue de la loi. Mais totalement. Me reprocher aujourd'hui de ne pas avoir soutenu Yacine, c'est quand même extrêmement irresponsable. Ah non, mais la dernière fois que tu es monté, tu étais étais là pour le soutenir, mais tu connais très bien ce qu'il en ressort du côté de tout ce qui est juridique, donc tu voulais le conseiller, puis là, bon, bah, c'est confirmé. Tu t'inquiétais. Oui, mais alors après, si tu veux, le problème, c'est que c'est un peu dérapé parce que ses amis sont allés faire des campagnes contre moi sur le net. Je pense que vraiment, c'est mal placé parce que on n'a vraiment pas besoin, pour défendre nos enfants aujourd'hui, de se disperser sur des erreurs de surcroît. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on me reproche
des erreurs que je pourrais commettre, mais là, en l'occurrence, je vous assure que je ne me trompe pas. Je pense que ça doit être vrai aussi dans le domaine de la police. On ne voit pas, par exemple, la possibilité légale de faire une association de fait pour faire des milices de police dans le quartier contre je ne sais quel danger. C'est impossible de faire ça. On ne peut pas non plus faire une association de fait pour faire la justice dans son quartier lorsqu'il y a eu un délit. Vous voyez, il y a un certain nombre de fonctions dans la République qui sont entièrement remises au contrôle de l'État. Et l'instruction, c'est comme ça. Alors, on le déplore, hein, parce que c'est vrai que certaines contraintes sont abusives. On déplore que un certain nombre de limites qui nous sont de plus en plus imposées nous empêchent effectivement de trouver une marge de manœuvre pour épargner à nos enfants les politiques pédagogiques sexualisantes dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un combat. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que non seulement il fallait créer des écoles alternatives, et c'est là où moi, j'ai un peu un rôle à jouer dans ce pays actuellement, c'est que je pense aussi qu'il faut créer des mouvements de résistance nationale pour que nous puissions infléchir ces politiques institutionnelles qui vont contre la liberté d'instruction, par exemple, et qui vont vers des politiques pédagogiques sexualisantes, vers des cours d'éducation sexuelle qui nous paraissent à nous, parents, totalement hors de propos et dangereux quand ils sont mis en place à l'école. Nous avons besoin de ces mouvements nationaux et j'appelle encore une fois les parents à nous rejoindre dans le cadre du mouvement JRE pour faire l'opération Portes ouvertes sur l'éducation sexuelle. Vous trouverez toutes les informations concernant cette opération sur notre site mouvement-jre.com. Ça, il est important de le faire. Et il est important aussi, comme le veut Yacine, de créer des écoles à condition que celles-ci soient conformes aux textes officiels. Pardon, j'avais coupé le micro. Par rapport à ce qui est dit sur le chat, je rappelle simplement que j'ai proposé à Yacine d'être là ce soir pour pouvoir discuter avec Farida, mais il n'est pas disponible ce soir. Donc, je te le rappelle, non, Walid. On ne va pas faire un psychodrame. Moi, je veux bien discuter. Non, Une fois, je reviens ce soir. Il y a des associations qui sont compétentes. Vous avez les enfants d'abord. Vous avez libre d'apprendre et d'instruire autrement. Je ne suis pas la seule interlocutrice sur ces questions. Il faut envisager un horizon bien plus grand que moi, parce que j'ai l'impression que je cristallise un certain nombre de points de fixation. Yacine peut parfaitement demain téléphoner à l'un des relais des enfants d'abord. Il tombera sur des tas de gens qui ne s'appellent pas Farida Belgoul et qui lui diront exactement la même chose que moi. Il peut aller aussi vers d'autres associations et on lui dira exactement ce que je dis aujourd'hui. Je pense qu'il faut se détendre, il faut ouvrir la porte à un horizon beaucoup plus grand. Je ne sais pas ce qui se passe de la part de Yacine me concernant. Je crois qu'il a été déçu. Je suis désolée de l'avoir déçu, mais je ne pouvais pas l'induire en erreur et valider un projet qui, sans déclaration ad hoc, allait le conduire, lui et les gens qui le suivent, dans une impasse où les conséquences, à terme, auraient été assez graves. Mais non, mais au contraire, je pense, quand il m'a contacté en privé, non, au contraire, il te remercie de lui avoir apporté justement la contradiction, enfin, pas la contradiction, mais de lui avoir parlé de la réalité. Lui, il est convaincu que non, tu t'es trompé, mais non, tu nous as démontré ce soir que c'est le cas. Au-delà de 2 familles, ce n'est pas possible. Ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est de je vais ruser. te dire même, d'après le texte que je lis là, c'est même à partir de 2 familles, parce qu'effectivement, moi, j'avais dit au-delà de 2 familles, et le texte que j'ai sous les yeux dit, selon une jurisprudence très ancienne de la Cour de cassation, toute instruction dispensée collectivement de manière habituelle, c'est-à-dire tous les jours, à des enfants d'au moins 2 familles différentes, doit faire l'objet d'une déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé, sous-entendu hors contrat, ou sous contrat s'il y a un contrat signé avec l'État, suivant les modalités prévues par les lois du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850. Et cette jurisprudence, puisqu'il s'agit d'une jurisprudence, a été confirmée ultérieurement, en particulier en 1904, par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Si c'est la chambre criminelle de la Cour de cassation qui s'exprime en ce domaine, vous pouvez imaginer quand même que c'est assez grave comme délit. Ouais, effectivement. Effectivement. Écoutez, si vous avez des questions sur le chat, allez-y. Ouais. Et les questions qui n'ont rien à voir avec le sujet de ce soir, je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas les poser.
hein. Concernant ce que tu m'as demandé, Esmeralda, je t'invite à aller voir les vidéos que Farida a postées sur sa chaîne. Tout y est, tout y est, toutes les informations concernant le sujet que tu as voulu aborder sur le chat. Voilà. Oui, mais Farida, moi je me demande, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, justement, comme le font beaucoup d'avocats, hein, de contourner la loi en essayant admettons, d'ouvrir plusieurs écoles privées pour ne pas dépasser les deux familles et puis de trouver un moyen. Il doit y exister des moyens de contourner ces lois, non? Ah bah non, il n'y en a pas, non. Parce que je pense qu'on aurait été plusieurs avant la naissance de Yacine à avoir trouvé le moyen de le faire. Il a quel âge, Yacine? Je sais pas, il doit avoir ouais, la vingtaine, un peu plus de Oui, 20 bah ans. moi j'en ai 60. Hein. Et Enfin, l'EDA ouais. existe depuis 30 ans, donc il n'était pas né, qu'il était déjà. S'il a 20 ans, Yacine, il n'était pas né quand l'EDA a été créé. Alors 6 ans, ouais. L'EDA, c'est-à-dire les enfants d'abord. L'association Les Enfants d'abord. Moi, je suis désolée que ça ait créé Alors il a 34 ans, donc. une telle polémique négative. J'avoue que moi, je suis déçue parce que je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas qu'on en était arrivé à une époque où on pouvait plus. Où on ne pouvait plus accepter les conseils des anciens. On en est là, hein, c'est Ouais, bien sûr. prophétique, hein, je l'ai déjà lu quelque part dans ma religion, je ne vais pas développer sur le sujet, mais c'est prophétique, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes considèrent qu'ils sont une génération qui peuvent se passer de nos conseils. Eh bien, écoutez, moi, la seule chose que je puisse dire à 60 ans, c'est que passez-vous de mes conseils. Et puis, vous récolterez ce que vous avez semé, malheureusement. Parce que Non, dans mais ce domaine-là, je sais qu'il est extrêmement grave de créer une école clandestine ou en tout cas une école considérée comme clandestine par les autorités. d'accord. Ouais, donc il faut toujours rester dans les clous, comme tu dis. Ah bah Sinon, oui, si on peut désobéir et transgresser la loi, mais il faut le faire en connaissance de cause. C'est ce que j'ai déjà dit dans le live précédent lorsque tu m'as invité. Si les gens veulent désobéir, si les gens veulent outrepasser les textes en vigueur, qu'ils le fassent, mais au moins en connaissance de cause. C'est-à-dire que Yacine, il est quand même bien obligé de dire aux parents qu'il va regrouper dans son école ce qu'on fait, c'est pas autorisé par la loi. Donc si vous êtes OK avec moi, vous me suivez, et si vous n'êtes pas d'accord, vous ne me suivez pas. Mais on ne peut pas laisser entendre aux familles que cette forme non juridique d'association de fait pour créer une école est légale. Elle n'est pas légale. d'accord. D'accord. Donc, bah, écoute, le message sera entendu par Yacine. Bon, après, je pense que bon, il sera confronté à la réalité de toute façon. Même s'il se lance dans le projet, à un moment donné, il sera face à un mur, hein. Il sera bloqué. Il sera bloqué. Moi, je lui souhaite de voir clair. C'est simple, il peut vraiment trouver. Il y a un très très bon service juridique à l'association Les Enfants d'abord. Il y en a d'autres aussi très bons dans les autres associations. Il suffit simplement qu'ils se mettent en contact avec un service juridique compétent dans le cadre de ces associations dont j'arrête pas de citer les noms. Et il discutera avec des gens qui sont effectivement très au fait des textes officiels et de la façon dont ils sont appliqués aujourd'hui dans la République. Ouais. Et Esmeralda qui te dit pourquoi ne pas interpeller les politiques, puisque les lois changent, peuvent être changées. Il faudrait interpeller les politocards pour leur demander de changer ces lois, non? Oui, on peut le faire. Les associations le font. Elles se préoccupent pas seulement d'appliquer la loi. Elles essayent d'infléchir aussi lorsque des décrets, des circulaires viennent contraindre et limiter, viennent contraindre l'éducation à la maison à une sphère de plus en plus réduite. Elles le font, ces associations. Elles sont chargées. Elles se chargent de défendre l'instruction en famille. Donc, elles ont aussi une action politique dans la République, mais c'est très difficile parce que le rapport de force n'est évidemment pas en la faveur de l'instruction libre, de l'enseignement libre. Ouais. Tout le milieu catholique a cédé en 1981 face au pouvoir et à l'État de l'époque dont Mitterrand était le représentant, et ils ont signé une convention pour se soumettre aux injonctions de l'État français de l'époque. Donc aujourd'hui, si on a des écoles hors contrat et des écoles sous contrat, c'est bien parce qu'il y a des écoles qui ont signé contrat avec l'État et qui se sont donc mises à faire ce que l'État français leur impose. Donc c'est pas si simple quand on sait que toutes ces écoles sous contrat sont très souvent disposent très souvent de budgets conséquents. Imaginez que des écoles sans un sou, ce qu'elles peuvent faire. C'est clair.
Et quant à s'adresser aux politiques, eh bien, Esmeralda pourrait effectivement créer un mouvement dont elle serait le leader pour créer un rapport de force en France qui ferait, qui infléchirait les politiques dans la création de l'école à la maison. Moi, je l'encourage à prendre la tête d'un mouvement, à le créer, à devenir leader sur ce terrain et à nous en sortir des ornières dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Ouais, et ça risque d'être difficile, en tout cas, ça c'est sûr. Elle a peut-être la vocation, et si elle est née pour, Oh oui. on Elle est verra. motivée, hein. En tout cas, Esmeralda, elle va au contact des politiques, ça c'est sûr, hein. Sur le terrain à Paris, je sais elle est très active. Mais oui, oui, pourquoi pas. Mais moi, je parle de rapport de force, hein, c'est-à-dire que un rapport de force, qu'est-ce que c'est? C'est à un moment donné une tension dans la société civile qui est si forte en faveur du peuple, par exemple, qu'il conduit le pouvoir à céder. Ça a été le cas, par exemple, avec le mouvement JRE, où lorsque nous avons conduit justement à plusieurs reprises au cours de 6 mois d'action à retirer les enfants de l'école une journée par mois, le pouvoir a cédé parce que nous avions un rapport de force que nous avions réussi à construire en la faveur de notre revendication, c'est-à-dire le retrait du programme ABCD. Effectivement, Benoît Hamon l'a retiré. Pour autant, ce n'était pas une victoire finale, c'était une bataille qui avait été menée, que nous avions gagnée, mais nous n'avions pas gagné la guerre. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, ils sont toujours là pour essayer de nous imposer leur politique mortifère. Ouais, le référendum. Alors ça me fait rire les gens Esmeralda, qui me dit on est encore en démocratie. Moi, personnellement, je n'y crois pas. On n'est plus en démocratie, hein. Ça se saurait quand même, tu vois. Bon, pour la question qu'on aborde ce soir, on en a la preuve, hein. On ne peut rien faire. Tout est verrouillé, hein. Donc non, pour moi, on n'est plus en Non, démocratie. moi je ne pense pas qu'on puisse rien faire, je ne suis pas du tout pessimiste. Je pense que nous pouvons défendre nos enfants. Pardon, j'ai la voix éraillée parce que je parle tellement en ce moment. Nous pouvons défendre nos enfants de ces programmes qui sont sexualisants et qui sont donc mortifères pour eux et qui vont atteindre de manière extrêmement grave à leur intégrité physique et morale, ça c'est évident. Nous pouvons agir pour qu'effectivement, en les retirant de l'école, on fasse l'école à la maison, chaque famille isolée des autres, avec des possibilités tout de même de rencontre, parce que par exemple, au sein de l'association Les Enfants d'abord, si chaque famille enseigne de manière isolée à ses enfants, ils organisent quand même des activités communes, des journées communes, des sorties communes. Donc ça, on peut encore le faire. On peut envisager de demander au directeur d'école, comme nous le faisons avec l'opération Porte Ouverte, de nous faire entrer dans les cours d'éducation sexuelle afin de voir effectivement ce qu'il en est, puisque nous sommes en tant que parents membres à part entière, d'après les textes, de la communauté éducative scolaire. Il nous reste une petite marge de manœuvre. Celle-ci peut se réduire encore comme peau de chagrin si nous ne nous mobilisons pas. Mais il faut se mobiliser à bon escient, c'est-à-dire qu'il faut trouver des actions qui sont non seulement efficaces, mais aussi réalisables. Quand je vois la difficulté que les parents éprouvent à envoyer une lettre au directeur d'établissement de leurs enfants pour leur demander simplement le contenu de ces cours et solliciter l'autorisation d'y participer, il y a j'exagère, il y a très peu de parents qui ont ce qu'ils appellent le courage d'envoyer la lettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2018, il faut, figurez-vous, avoir du courage pour envoyer une lettre au directeur de l'école de ses enfants. Donc, je ne sais pas si c'est du courage qu'il faut avoir ou si effectivement le peuple en France est totalement tombé sous l'emprise diabolique de ces politiques. Je crois plutôt que c'est une affaire d'emprise. Et si effectivement c'est une affaire d'emprise, eh bien la libération commence par soi-même. Ah oui, je pense, parce que c'est une catastrophe, hein. Si tu me dis que peu de parents ont envoyé de courrier, ça fout les boules, parce que c'est important. On en a tellement parlé cet été, hein, les cours d'éducation sexuelle, ça concerne tout le monde, hein. Et là, voilà. on veut. Alors, pourquoi demander d'en être de ces cours d'éducation Oui, oui, sexuelle? oui. Ce n'est pas, comme on me l'a reproché à plusieurs reprises, quand on ne veut pas comprendre ou quand on n'est pas capable de comprendre, ce n'est pas pour cautionner ces cours, c'est pour empêcher que ces cours se montent, justement. Parce que nous savons par expérience qu'ils ne nous inviteront pas dans ces cours. Et si
nous insistons pour y être présents, ils vont avoir le choix entre les annuler ou les annuler. Voilà. Ils auront le double choix de ne pas le faire, parce que tant que les parents sont vigilants et sont sur le front d'observation de ce qui se passe à l'école, pour qu'effectivement l'école soit transparente, en particulier sur ces cours d'éducation sexuelle, je vous garantis que les directions d'établissement, même sur les conseils de l'inspection académique, vont hésiter à les mettre en place, parce qu'en aucune manière, ceux-ci ne voudront de la présence des parents dans ces cours. Donc, comment solutionner ce dilemme si les parents veulent être présents? Eh bien, la seule solution sera de ne pas mettre en place ces cours. Ça paraît pourtant évident. Il y a des tas de gens qui l'ont compris, il y en a d'autres qui refusent de comprendre l'évidence. C'est que nous sommes aujourd'hui dans une école laïque qui entend sexualiser nos enfants, ce contre quoi nous nous élevons fermement autant que faire se peut, et cette sexualisation n'aura évidemment pas lieu en notre présence. C'est la raison pour laquelle il faut demander d'être présent. Voilà le sens de l'opération Porte Ouverte du mouvement JRE. J'ai expliqué à plusieurs reprises dans mes vidéos que le mouvement JRE proposait d'envoyer une lettre au directeur des établissements. Dans cette lettre, le parent sollicite d'être présent au cours d'éducation sexuelle. Après avoir été informé de la date et du contenu de ces cours, le parent demande à être présent, ou plus exactement, s'ils sont nombreux, à envoyer une délégation de 2 parents autonomes à l'intérieur de ces cours. Et c'est parce que nous demandons à être des parents observateurs à l'intérieur des cours d'éducation sexuelle que nous avons appelé cette action « Portes ouvertes sur l'éducation sexuelle pour une école transparente ». Et je répète, le fait d'exiger, de demander poliment mais fermement la possibilité d'entrer dans les cours d'éducation sexuelle, puisque on nous a annoncé par la bouche du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Blanquer, que ces cours seraient au moins au nombre de 3 cette année. Nous avons demandé d'être des observateurs, ce qui implique évidemment pour le directeur d'hésiter à les mettre en place, parce que ces cours ont pour, je dirais, vocation de s'effectuer sans la présence des parents. Donc, quand les parents réclament à être présents à ces cours, ça met le directeur dans la situation soit d'accepter la présence des parents, mais alors du coup, les enfants seront protégés par la présence des parents, ou bien d'annuler ces cours. Alors, je pense qu'ils annuleront ces cours ou ils les reporteront. Hein. Ils vont certainement pas laisser les parents s'incruster. Ça, c'est. Ben voilà, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la très faible mobilisation qui existe, parce que moi, je veux bien, moi, j'ai des tas d'idées qui pourraient être beaucoup plus radicales, mais faut-il qu'il y ait des hommes et des femmes, faut-il qu'il y ait des parents pour les réaliser? Or, nous en sommes aujourd'hui à disposer, entre guillemets, d'une population qui a peur d'envoyer une lettre. Alors, si vous imaginez que ces parents effrayés, sous emprise, seraient capables d'aller plus loin, eh bien, moi, je vous propose de prendre le leadership d'une action que personnellement, je suivrai, mais que je ne dirigerai pas. Ouais, c'est désespérant. Non, mais ne serait-ce qu'envoyer un courrier, si ça fout les boules, non, c'est. Ouais, tu dis que ouais, faut pas être pessimiste, mais tous les ingrédients sont là pour l'être. Non, je dis simplement, je répète vraiment à Yacine qu'il faut vraiment, je ne sais pas quel âge il a, vous m'avez dit 34 ans. 34 ans. Bon, il a 34 ans, il a toute la vie devant lui. Moi, je serais ravie que des jeunes comme lui, justement, se lèvent derrière la vieille génération que je représente pour prendre le flambeau. Mais on ne peut pas, nous les vieux, accepter quand même que des erreurs soient commises et que nous restions silencieux par rapport à ces erreurs qui auront des conséquences dramatiques sur les familles et sur lui-même. En tant que juriste, proposer quelque chose d'illégal, c'est quand même extrêmement périlleux pour lui. Entraîner de surcroît des familles, entre guillemets, ignorantes, ou même sans les guillemets d'ailleurs, vers une perspective qui sera forcément combattue immédiatement par les forces de l'ordre de l'État et de la préfecture, c'est pas ce qu'on recherche. Non. Donc, le projet d'Yacine est toujours, je dirais, d'actualité. Il n'y a pas de problème. Il veut créer une école alternative. Il est le bienvenu dans ce projet. Il faut simplement qu'il se donne les moyens de faire en sorte que ce soit possible sans s'entraîner, lui et les familles qu'il a envie de rassembler, sans s'entraîner vers le palais de justice, quoi.
Est-ce que tu peux juste rappeler le nom du site où est-ce que tu as trouvé donc les articles de loi, s'il te plaît, Farida? Non, je n'ai pas trouvé ces articles de loi sur un site, je le répète. Nous avons une association qui Oui, s'appelle Les Enfants d'abord, qui existe d'accord. depuis 30 ans et qui publie un guide juridique. Voilà, les enfants Donc, d'abord, c'est ce que je dis. sur le site Les Enfants d'abord, vous pouvez commander, en leur disant d'ailleurs que c'est de ma part, ils seront très contents, vous pouvez commander le guide juridique des enfants d'abord. Et là, vous trouverez tout ce qui concerne le rapport de l'école à la maison avec la loi. Et vous ne pouvez plus ignorer la loi grâce à ce guide juridique édité, écrit, publié par l'association Les Enfants d'abord. Merci à toi, Farida. Merci beaucoup. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas, posez-les. Farida, je voulais juste savoir, parce qu'il se passe pas mal de choses en ce moment, est-ce que tu as entendu parler du fait divers de cette petite fillette de 4 ans qui a été victime d'un viol par ses camarades, 4 petits camarades de 4 ans à la maternelle. Et là, il y a une enquête en cours, ça s'est passé à Paris aujourd'hui. Justement, il faut attendre le résultat de l'enquête parce que cet événement dramatique, horrible, de surcroît, je dirais même monstrueux, diabolique, on peut y mettre tous les qualificatifs les plus négatifs qui soient, évidemment, les plus péjoratifs, nécessite quand même qu'on soit prudent sur la façon de juger ce fait, parce que on a besoin de savoir exactement ce qui s'est passé, qui sont les enfants, pourquoi l'ont-ils fait, etc. Et là, dans l'état actuel des choses, on ne sait rien. On sait simplement, d'après les médias mainstream, qu'il y aurait eu un viol collectif dans un groupe d'enfants de 4 ans. Alors moi, je demande à voir les éléments de l'enquête. Si l'enquête sera menée de manière transparente, on ne peut pas se prononcer en ce moment de manière sérieuse sur, entre guillemets, ce fait divers, qui n'est pas divers parce qu'il est plutôt monstrueux. Et il faut toujours se méfier de ce que nous racontent les médias mainstream. Ça peut être vrai, ça peut être faux, ça peut être à moitié vrai, ça peut être à moitié faux, ça peut être pas comme ça. Enfin, il y a énormément d'hypothèses qui nous contraignent aujourd'hui, en dehors de l'expression horrifiée de notre stupéfaction. En dehors de cette stupéfaction horrifiée, nous avons besoin d'être prudents avant de nous exprimer sur le sujet, car nous ne savons rien de ce qui s'est passé. Ouais, mais je veux dire, quand tu entends, parce que je veux dire, c'est les médias hein, qui en parlent, des gamins ont commis ce crime, enfin ce crime. Je ne sais même pas s'ils ont conscience de ce qu'ils ont fait ou pas, et d'où ça vient. Comment ça se fait des mômes de maternelle se mettre à 4 sur une petite fillette pour, je sais pas, pour ces Il y saloperies. a des tas d'hypothèses, c'est pour ça que moi je me garderai de. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vais t'en donner une. Qui nous dit que ce sont les enfants? On n'en sait rien après tout. Tout Moi, à je ne veux fait. pas me lancer dans des hypothèses folles, mais je vous dis, nous ne savons rien sur cet événement horrible. Donc, on a besoin d'avoir des éléments que l'enquête nous donnera ou pas, d'ailleurs, parce que vous connaissez les enquêtes. Hein. Moi, j'ai traversé un certain nombre d'années dans ma vie où, effectivement, j'ai croisé des enquêtes qui n'ont rien donné parce qu'elles ont été étouffées, tout simplement. Est-ce que nous aurons la vérité à partir de l'enquête? Mais sans l'enquête, on peut pas s'exprimer pour l'instant. Ça me Ouais, paraît, non, mais extrêmement, comment dirais-je, périlleux de le faire. Alors, je sais qu'il y aurait eu un viol collectif perpétré par des enfants de 4 ans. Moi, je vous dis franchement, je connais les enfants de 4 ans, je les vois mal perpétrer un viol collectif. Enfin, les médias mainstream le disent peut-être, mais en tout cas, ouais, moi, j'ai pris l'habitude de ne pas croire maintenant les médias mainstream. ouais. Et si effectivement ça se révèle être une réalité, il faudra aller plus loin que les apparences. Et les Alors, apparences, pour l'instant, ne peuvent pas nous donner, comment dirais-je, la vérité de cette histoire. Alors, on saute sur ce fait divers parce qu'on se dit effectivement, les droits sexuels, voilà le résultat, l'éducation sexuelle, voilà le résultat. Mais là, on est quand même dans quelque chose qui s'appelle un viol collectif. Alors, alors, est-ce que des enfants de 4 ans peuvent réaliser je ce genre vais, de choses? Franchement, je vais juste je te ne dire un sais truc. pas. Je vais juste te dire un truc. Il y a des dessins animés qui aujourd'hui, pour les gamins hein, de 4 ans et un peu plus,
où la pornographie, c'est clair, hein. Il y a des dessins animés qui sont diffusés sur Netflix, sur les chaînes du câble, où on voit des gamins, je te jure, incités à se toucher, à faire des choses. Je Ah, te mais je le jure, je sais. t'enverrai les liens, c'est dégueulasse. Oui, mais je le Donc les sais, mais gamins, ça ne veut pas dire pour autant que ce oui, sont. Parce que pourquoi je dis ça? J'ai parlé d'une affaire qui a défrayé la chronique à l'époque où elle a été publique. C'est l'affaire de Montreuil. On nous a dit que des enfants avaient enfoncé dans l'anus d'autres enfants des automobiles. ah, ouais, L'affaire de Montreuil. tout à fait, ouais. Bon, moi, il s'est avéré que sur le terrain, j'avais affaire à d'autres versions. Je ne vais pas faire état de ces versions ici parce que je risque de me retrouver une fois de plus en diffamation. Je l'ai payé cher dans l'affaire de Jouer les Tours. J'en suis à 30 000 euros d'amende et de frais divers et variés en justice. Donc, il faut être prudent, Saber. Il faut être prudent. Exactement. On Ouais, nous a bien sûr. dit les enfants se sont enfoncés des automobiles dans l'anus. Ah bon. Ouais, Bon. bien sûr. Ça, Alors c'est ce qu'on que sait disaient les très bien ce mainstream. qui s'est passé, Maintenant, hein. les mainstream nous disent qu'il y a eu un viol collectif. Moi, je pense que les parents qui sont les victimes de cet horrible événement doivent s'exprimer, nous dire ce qu'il en est. S'ils le font pas, doivent porter plainte, je ne sais pas. C'est à eux de nous donner des éléments qui nous permettraient de juger de l'événement. Là, pour l'instant, les médias mainstream Ouais. nous disent ça. Je dis qu'il faut être prudent. Et Totalement, puis, c'est tout à totalement fait d'accord. possible. Il y a des tas d'hypothèses possibles. Hein. Peut-être que ce n'est pas des enfants qui ont violé cette gamine, moi j'en sais rien. En tout cas, pas des enfants de 4 ans, par exemple. Ça peut être Ah, des enfants plus âgés, ça peut être d'autres personnages, je ne sais pas. Tu vois, moi, j'ai des je dis qu'il neveux. faut être prudent, je dis qu'il faut laisser se faire l'enquête et voir si l'enquête diligentée est transparente ou si elle ne l'est pas, si elle nous apporte des éléments pour comprendre, ou Ouais, si au contraire, cette enquête fait un peu l'impasse sur la réalité de l'événement. tout à fait. Mais de toute façon, d'après ce qui a été dit sur, sur ces fameux médias mainstream, l'an dernier, ce fut la même chose pour cette petite fillette avec deux autres camarades. L'année dernière, c'était deux, cette année quatre, l'année prochaine, certainement huit. Enfin, il y a un truc qui ne va pas. Donc, effectivement, oui, il faut attendre la fin de l'enquête parce qu'on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Bah oui, moi je pense que c'est plus prudent. J'ai appris, ça c'est encore un effet de l'âge et de l'expérience, la prudence. Je ne l'étais pas quand j'étais jeune. Quand j'avais Yacine, j'étais moins prudente. Quand j'avais l'âge de Yacine, à 34 ans, j'étais moins prudente que je ne le suis à 60 ans, ce qui ne m'empêche pas de monter des actions pour, comment dirais-je, pour défendre les enfants. On m'a même reproché à l'époque de la JRE d'avoir lancé une action radicale. Ça, c'est pour rassurer ceux qui s'imaginent aujourd'hui que je suis en train de me vendre à je ne sais quel pouvoir. Non, je suis enseignante à l'éducation nationale depuis 1993. J'ai toujours pris mes responsabilités contre ma propre hiérarchie. Je l'ai payé cher, je vais continuer à le payer cher jusqu'à la retraite. Je ne suis pas encore à la retraite. On ne peut pas aujourd'hui venir me faire des procès d'intention puisque, je dirais, mon CV de militante plaide pour moi. Totalement, totalement. Par rapport à ce qui a été dit juste avant, un commentaire intéressant sur le chat, on nous dit que c'est un viol. Donc, pour nous vendre, d'après Esmeralda, on nous dit que c'est un viol pour nous vendre justement les droits sexuels. Est-ce que c'est possible? Et parce que, donc, d'après elle, les enfants ne peuvent pas se violer, ils n'ont pas conscience de ce que c'est. Et que c'est un abus de langage. Qu'est-ce que tu en penses, Farida? C'est une hypothèse plausible. C'est une Ouais. hypothèse plausible, oui. C'est Tu une vois? hypothèse plausible. C'est vrai que j'imagine assez mal des enfants de 4 ans violer une petite fille en réunion. C'est un truc qui me dépasse, moi, a priori. Enfin, peut-être que je suis effectivement has-been, hein, peut-être que je ne suis plus du tout, comment on dit, au goût du jour. Ouais. Mais j'attends qu'on me présente des preuves, moi. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, ça peut aller dans ce sens-là, hein. C'est le règne satanique. Tout à fait, Delphine. Ouais, ouais, on est dans un système satanique. Mm. Et je pense que, puisqu'on parle de Satan, qu'il faut qu'on comprenne que les parents aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que de défendre leurs enfants et qu'ils cessent de craindre une autorité publique qui n'a pas le pouvoir de Dieu sur eux. Parce que ce qui va se passer s'ils sacrifient leurs enfants, d'abord ils seront sacrifiés par leurs enfants plus tard, ils se retrouveront vieux avec des enfants qui les délaisseront, puisque de toute façon il y a toujours un juste retour des choses, et puis après il y a le jugement dernier.
C'est-à-dire qu'il faudra bien expliquer pourquoi, au moment où il était question de se battre, on a eu peur du directeur de l'école ou de l'inspecteur d'académie, on n'a pas eu peur de Dieu. Parce qu'on ne peut pas, devant Dieu, abandonner nos enfants à des pédagogies sexualisantes, à une sexualisation précoce. On ne peut pas accepter que nos enfants poursuivent des années durant ce qu'on pourrait appeler une éducation à la fornication, surtout lorsqu'on est musulman ou croyant ou chrétien. Puisque nous, par exemple, musulmans, si je peux me permettre d'en parler, nous n'avons pas le droit aux sexualités hors mariage. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls, les chrétiens et les juifs non plus. Donc, il faut bien comprendre que l'éducation sexuelle, elle, va à l'inverse de ces injonctions divines, puisqu'il n'y a pas d'éducation sexuelle qui tienne dans les religions. Il n'y a aucun prophète qui a préconisé de faire de l'éducation sexuelle aux enfants de ses disciples. Bon, là où il n'y a pas de parole de Dieu, c'est que Dieu ne veut pas. On ne voit dans aucun texte sacré de quelque religion que ce soit la possibilité effectivement d'éduquer le sexe des enfants des parents, par en plus des personnes étrangères aux parents. Mais je dirais même que les parents n'ont pas à faire cette éducation sexuelle. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent c'est l'affaire des parents, c'est l'affaire des parents. Non, c'est pas plus l'affaire des parents que des inconnus. Parce que nous devons absolument maintenir l'existence de tabous et d'espaces de transgression. Ce sont les tabous et la problématique de la transgression qui va sauver nos enfants. Si nous, les parents, nous nous mettons à leur parler de leur sexe et de leur sexualité, nous brisons les tabous, donc nous autorisons derrière nous à ce que d'autres intervenants leur en parlent. Ce qu'il faut dire à nos enfants, c'est que nous sommes croyants, je parle pour ceux qui sont croyants, que les athées me pardonnent. Moi, je n'ai pas des réponses à fournir à l'athéisme, puisque je crois que l'athéisme est à l'origine de cette idéologie sexualisante à l'école notamment, mais pas seulement à l'école, dans la société tout entière, à cette liberté sexuelle qui conduit à la fornication tout azimut et qui produit les divorces que nous connaissons et la destruction des familles dans lesquelles les enfants sont les premières victimes, mais pas seulement, les parents aussi sont victimes des divorces, les femmes et les hommes également. Donc on est aujourd'hui dans un chaos généralisé. Ce n'est pas l'éducation sexuelle qui va nous sortir de ce chaos. C'est exactement le contraire, c'est-à-dire une éducation spirituelle qui remette les choses à leur place. Il y a l'intimité, et cette intimité est taboue, cette intimité est sacrée, cette intimité ne doit pas être transgressée, comme ce fut le cas pendant des millénaires avant cette époque pourrie, et nous ne devons pas entrer dans la vie sexuelle ni de nos enfants, ni de nos élèves. Alors, on nous dit, les élèves nous posent des questions, je réponds, c'est faux. En 25 ans de carrière ou plus, je ne sais plus, je n'ai jamais aucun élève qui m'a posé une question sur la sexualité, jamais, et j'avais des relations extrêmement, comment dirais-je, bienveillantes et riches avec mes élèves, et mes enfants ne m'ont pas posé davantage de questions sur leur sexualité et refusent de le faire. À un moment donné, je leur ai posé la question, ça a été très clair, ils ne voulaient pas m'entendre parler de ce sujet, et j'ai compris que j'entrais dans un domaine qui leur était particulièrement privé. Voilà, moi non plus, je n'aurais pas accepté que ma mère se mêle de ma sexualité. Donc là, aujourd'hui, on est en train de vouloir normaliser quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, et cette transgression va conduire à un chaos encore plus général et plus grave en degré, qui va forcément atteindre la civilisation au cœur même de la civilisation. Donc aujourd'hui, nous devons dire à nos enfants, la seule éducation sexuelle que nous pouvons vous délivrer, c'est de vous dire, pas de relation sexuelle en dehors du mariage, et tu verras avec ton conjoint ce que tu feras dans ta chambre. Ce n'est pas aux parents et encore moins aux institutionnels de le faire. Alors, il faudrait que ça se soit bien clair. Je vais passer pour une ringarde totale, mais tant pis. Je vais encore me faire des ennemis. Eh bien, tant pis, de toute façon, je ne suis pas… C'est la vérité. Pardon ? Je dis, c'est la vérité ce que tu dis. Non, il n'y a pas d'ennemis, quoi. C'est vrai. Oui, parce qu'il y a aujourd'hui toute une tendance dans la dissidence catholique, par exemple, plus ou moins. Ça dépend de quel secteur, plutôt le secteur Lacroix que le secteur des traditionalistes, heureusement d'ailleurs. Enfin, du côté de Lacroix, on propose le journal Lacroix, donc les catholiques libéraux proposeraient volontiers qu'on fasse l'éducation sexuelle nous-mêmes à nos enfants.
Ça, c'est aberrant. C'est ouvrir la porte à l'éducation sexuelle généralisée par les institutions. Et nous ne pouvons pas nous mettre en situation devant nos enfants de nous sexualiser, nous parents, devant nos enfants, puisque nos enfants ne nous perçoivent pas comme des êtres sexués, et c'est une bonne chose. Et nous ne pouvons pas non plus percevoir nos enfants comme des êtres sexués. Ça fait partie de leur jardin secret, comme nous, notre sexualité entre conjoints fait partie de notre jardin secret qui ne peut pas être exposé aux yeux de nos enfants. Donc, lorsqu'on voit, par exemple, dans le reportage sur l'éducation sexuelle qui a eu lieu dans une classe de Périgueux, que l'institutrice, qui est par ailleurs présidente du planning familial, explique aux enfants de 8-9 ans que le papa, il a des poils au pubis, c'est absolument scandaleux et c'est absolument surtout inacceptable par les parents. Normaux, des parents normaux ne peuvent pas accepter que leurs enfants visualisent leur père avec des poils au pubis ou avec un sexe qui grandit et qui rapetisse, comme elle le dit, dans son cours d'éducation sexuelle. Parce que le père, au regard de l'enfant, c'est pas son sexe, c'est sa figure, et la mère, idem. C'est sa dignité, c'est son autorité, c'est sa générosité, c'est pas son sexe. On est à cause des lobbies homosexuels, et je parle des lobbies politiques. Je ne parle pas des homosexuels en général. Je parle de l'idéologie homosexuelle en termes politiques qui définit l'être humain à partir de son entrejambe. Puisque être homosexuel, c'est se définir à partir de son seul sexe. Les autres communautés se définissent par la couleur de leur peau, par la religion, par leur profession, par leur taille. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des roux, il y a des blonds, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des ingénieurs, il y a des ouvriers. Bien, il y a toutes sortes de façons de se définir en tant qu'être humain. Il y a plusieurs façons d'ailleurs qui peuvent être accréditées à une seule personne, et les homosexuels se définissent, et ce sont les seuls à se définir à partir de leur entrejambe, ce qui est quand même assez invraisemblable. Et parce qu'ils se définissent, eux, politiquement à partir de leur entrejambe, ils nous ont appelés hétérosexuels pour que nous fassions de même. Mais nous ne sommes pas des hétérosexuels, nous sommes des hommes et des femmes. Nous ne sommes pas des hétérosexuels parce que nous ne nous limitons pas à nous définir par notre sexe et par notre sexualité. Nous sommes des hommes et des femmes. Donc, il faut rejeter le terme d'hétérosexuel parce qu'il est réducteur et nous entraîne justement dans l'idéologie des droits sexuels. L'hétérosexuel est un mot qui a été créé pour qu'ensuite, évidemment, nous soyons considérés comme des sexes vivants, revendiquants et agissants. Non, nous ne sommes pas des sexes vivants, revendiquants et agissants. Nous sommes des créatures, nous sommes des personnes humaines, nous sommes ce que nous appelons très simplement, mais très justement, des hommes et des femmes. Très très bien dit, et je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec toi. Ça, c'est juste. Ça, c'est une bonne chose. Mine de rien, ils nous ont attirés dans leur jeu, quoi. Oui, hétérosexuels, homosexuels, etc. Oui, après transsexuel, après tout ce que tu veux sexuel. Donc, il faut rejeter le terme de tout à fait. On est soit un homme, soit une femme. On est un homme ou une femme, voilà. Et puis, et on ne doit pas céder à l'idéologie politique LGBT. Parce que c'est une idéologie politique, et il est question en fait de se servir de cette réduction au sexe des hommes pour créer un chaos généralisé afin que soit mis en place, allez, on va le dire, une dictature mondiale. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ce qu'on disait mardi, sur lequel vous n'étiez pas d'accord? Sur la laïcité, on est bien d'accord que la laïcité a bien été créée pour enlever les religions du cœur des gens, en vérité. C'est ça, puisque même Vincent Payon l'avait dit. Il avait bien dit que la laïcité sera la religion de l'État, des gens. Oui, parce qu'ils ont eu du mal à se battre contre le christianisme tant que celui-ci gardait son autorité dans le domaine du mariage, justement, de la naissance et de la mort. Donc, ils avaient beau avoir mis en place des républiques, celle-ci ne fonctionnait pas. Celle-ci était remise en cause parce que l'Église gardait son autorité, son pouvoir sur 3 moments importants de la vie, la naissance, le mariage et la mort. Et donc, ils se sont posé la question de savoir pourquoi les républiques ne parvenaient pas à se pérenniser.
qu'il y avait sans arrêt des remises en cause de leur existence et même des combattants contre les républiques. Et ils ont compris justement que ces 3 moments importants de la vie étant tenus par l'Église catholique, eh bien, il fallait qu'elle passe dans les mains, que ces moments passent dans les mains de la République. Et donc, ils ont créé cette religion qui devait… Alors, pourquoi ces 3 moments sont importants? Parce que justement, l'Église apportait le message du Christ dans ces 3 moments importants de la vie. Donc, ils ont compris que la religion ne pouvait pas être supplantée sans mettre en place une autre religion, que par nature, l'homme avait besoin d'un principe qui lui serait supérieur dans ces 3 moments de la vie. Et à ce moment-là, intelligents comme ils le sont, surtout inspirés par Satan, ils ont su qu'il fallait mettre une contre-religion en place de manière radicale. Et cette contre-religion en place de manière radicale, c'est la laïcité. Donc, en conclusion, la laïcité n'est certainement pas un espace neutre qui permettrait à toutes les diversités de cohabiter. C'est totalement faux. C'est un mensonge républicain pour justement enfumer le peuple et lui faire admettre qu'il serait possible, dans la seule république, je dirais la république maçonnique, de vivre ensemble. Eh bien non. Il y a eu des expériences historiques autres dans l'histoire de l'humanité où il a été possible de vivre ensemble en étant des communautés différentes à tout point de vue d'ailleurs. Et la République maçonnique n'est pas cet espace neutre où toutes les communautés peuvent vivre ensemble. C'est exactement le contraire. Dans la République maçonnique, il faut que tout disparaisse au profit d'une identité républicaine, athée, laïque. D'accord. Et donc, d'en arriver à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, à savoir la laïcité qui vient préconiser les droits sexuels et les mettre en œuvre à l'école. Parce qu'il est évident que ni le christianisme, ni le judaïsme des origines, et évidemment ni encore moins l'islam, ne sont favorables aux droits sexuels. C'est-à-dire qu'on vient aujourd'hui, certains secteurs de la société française, accabler l'islam et les musulmans de tous les maux, sauf que si on faisait le bilan aujourd'hui de ce qui se passe dans la société française, ce n'est pas l'islam et les musulmans qui apportent, si vous voulez, toutes ces idéologies qui nous conduisent au nouveau désordre mondial. D'accord. Merci, hein. Je suis en train de regarder sur le chat s'il n'y a pas des questions par rapport à ce que Alors, on ne peut pas penser, c'est Yacine qui le disait l'autre jour, que la loi 1905 a été détournée. Je vous assure que non. Relisez les grands auteurs, vous verrez que ce n'est pas le cas. Puis il y en a un qui explique ça très très bien. Je crois même qu'il y a des vidéos sur le net qui circulent encore. C'est Vincent Payon lui-même. Donc, on peut lui faire confiance sur ce point. Je pense d'ailleurs qu'il a commis une erreur en nous expliquant ce qu'est exactement la laïcité, et c'est quand même un fer de lance de cette idéologie. Donc, on peut lui faire confiance pour nous expliquer mieux que quiconque ce qu'est l'idéologie qu'il préconise lui-même. Moi, si je vous dis, par exemple, que l'école à la maison, c'est telle et telle chose pour avoir pratiqué 12 ans, vous pouvez me faire confiance. C'est pareil pour Vincent Payon. Quand il vous parle de laïcité, je pense qu'il ne se trompe pas. Et je ne vois pas comment on peut prétendre que la laïcité est autre chose que ce que nous explique Vincent Payon lui-même, à savoir une religion qui était là pour Bien supplanter les autres religions monothéistes. Ils savent très bien ce qu'ils mettent en place, hein. T'inquiète pas. Voilà. Ouais. Bravo Farida. Merci Sentinelle. Ouais, ben c'est ça. D'accord. Alors, il y en a un qui dit: «Ne te cache pas derrière l'islam, pour le combat, ce serait plus juste». Mais non, mais c'est quoi ce commentaire? Je me cache pas déjà, Ouais, déjà? et puis vous n'êtes pas obligé de m'apprécier. Moi, je disais quand j'étais plus jeune, j'ai pas d'amis et j'en veux pas, comme ça je suis tranquille. Et puis les gens qui parlent de chrétienté, non, non, on apprécie toutes les religions et je pense que tu défends toutes les religions, Farida, hein? Écoutez, moi j'ai mis en place des actions de convergence depuis 40 ans, justement, entre tout ce qui compose tous les secteurs de la société française qui étaient de bonne volonté pour sauver ce pays et la population de ce pays. Dans les années 80, c'était des convergences, on va dire, de type identité culturelle. En 2014, j'ai fait des convergences religieuses, en particulier avec les chrétiens. Donc ça, je renvoie les gens à l'histoire, à mon histoire, à l'histoire aussi de tous ceux qui ont combattu pour que justement on n'ait pas jeté
les graines de la guerre civile, contrairement à d'autres, je ne citerai pas de nom aujourd'hui, on le fera plus tard, eh bien, je suis persuadée que la guerre civile est le pire des maux, le pire, c'est-à-dire que nous n'aurons pas de solution qui sortira d'une guerre civile, et ceux qui la préconisent aujourd'hui sont des criminels. Moi, je suis pour la convergence, je suis pour la paix, dans le sens où nous avons à converger vers ce que nous avons en commun. Quand j'étais jeune, à l'UNESCO, j'avais fait un discours qui avait été très applaudi et inattendu par ceux qui m'avaient invité. Contre eux, j'avais dit, ils préconisaient à l'époque un slogan qui était « Vivons ensemble avec nos différences ». Et j'étais montée à la tribune en tant qu'invitée par cette organisation qui était le MRAP, pour ne pas le nommer, et j'avais défendu un slogan absolument différent qui était « Vivons ensemble avec nos ressemblances », quelles que soient nos différences. Donc, c'est une vieille philosophie, je dirais, militante chez moi, que de considérer que la paix doit être notre perspective. Maintenant, si pour avoir la paix, il faut faire la guerre à Satan, il est évident que je suis partant pour faire la guerre à Satan pour avoir la paix, et en particulier pour défendre nos enfants. Bravo, bravo, bravo. Et ça devrait être justement l'initiative de tout le monde. Tout le monde devrait s'y mettre et pas que Farida, je veux dire. Oui, et puis surtout qu'on évite de transmettre toutes les calomnies sorties des médias mainstream et de certains secteurs de la dissidence qui auraient voulu me voir au Front National, par exemple. Enfin, je veux dire qu'à un moment donné, lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui est traçable, comme la viande bovine d'ailleurs du Charolais, quand on a une viande comestible traçable, on ne peut pas penser que c'est de la vache folle, vous comprenez? Donc, me concernant, je pense qu'on peut me tracer depuis une quarantaine d'années. On sait ce que j'ai fait, on sait où j'en suis aujourd'hui, on sait que je ne me suis pas enrichi, on sait que je n'ai absolument aucun, comment dirais-je, intérêt personnel qui s'est retrouvé exprimé dans tous les combats que j'ai menés. Donc, ceux qui continuent de briser le mouvement que je dirige en, comment dirais-je, diffusant des calomnies sur mon compte, auront forcément à en rendre compte aux enfants, aux parents et surtout le jour du jugement dernier au Créateur. Parce que ça, j'en suis persuadée. Il y a un moment donné, lorsque on me met dans l'embargo ou dans le boycott et que rien d'autre n'est mis à la place, parce que si à la limite, il y avait des candidats pour prendre la place que j'occupe et faire le travail que nous faisons avec Roman et toute l'équipe, eh ben, écoutez, moi, à mon âge, je prendrai la retraite et j'applaudirai. Mais il s'avère, et nous en avons été les observateurs et les témoins, c'est notamment ces 4 dernières années, depuis qu'on a tenté en 2014 de briser, de casser le mouvement JRE, il n'y a rien qui a pris sa place au sens de la mise en place d'actions concrètes tout de suite pour défendre les enfants en obtenant des résultats immédiatement. Parce que bien sûr, il peut y avoir des politiques qui, à long terme, pourront obtenir des résultats, comme par exemple la sortie de l'Europe. Mais le problème, c'est que par exemple, cette sortie de l'Europe, qui est effectivement une perspective à travailler, elle ne va pas tout de suite aboutir. Et nous avons besoin, nous, tout de suite, de sauver nos enfants. C'est la spécificité du mouvement JRE, parce que le mouvement JRE que j'anime, eh bien, propose des actions tout de suite pour sauver nos enfants, c'est-à-dire pour sauver les enfants des parents qui oseront, qui auront le courage de faire ce que nous préconisons. Par exemple, d'envoyer une lettre pour réclamer des portes ouvertes sur l'éducation sexuelle afin que celle-ci soit transparente ou annulée. Exactement. Voilà. Et on ne peut pas attendre la sortie de l'Europe, qui est effectivement un programme politique intéressant. Moi, je suis absolument favorable. Mais nos enfants qui ont 6 ans aujourd'hui, ils sont tout de suite comment dirais-je, en présence de la loi Aubry de 2001, qui veut leur imposer ces cours d'éducation sexuelle qui vont effectivement leur faire du mal. Donc, on ne peut pas attendre de sortir de l'Europe pour sortir les enfants de ces cours d'éducation sexuelle. Il y a le feu à la baraque. L'éducation sexuelle. Ouais. Il y a urgence. Hein. Non, on ne peut pas attendre, effectivement. Il y a urgence. Voilà.
Donc là, je ne sais pas si on ne peut pas clore ce live, c'est toi le maître des lieux, hein, le maître d'œuvre. Mais je dis aux parents qu'il ne faut pas avoir peur parce que la peur n'évite pas le danger et le danger le plus grand, c'est la corruption de leurs enfants. C'est-à-dire que ce qu'ils ne feront pas aujourd'hui, s'ils ne les protègent pas aujourd'hui, s'ils ne prennent pas de risques aujourd'hui pour les sauver, tout se retournera contre eux sous peu. Et là, c'est pire que tout. Parce que les quelques désagréments que vous pourrez avoir dans les relations avec les directeurs ou les instituteurs, et encore que lorsque vous êtes vigilant, vous êtes tout de même à un moment donné respecté par l'administration scolaire forcément, parce que vous n'êtes pas un débile mental qui gobe, eh bien vous aurez sauvé vos enfants. C'est quand même la première, le premier salaire, la première récompense, le premier résultat. Si la peur vous empêche de les protéger, eh bien vous allez les sacrifier, et le premier salaire, le premier résultat, ça va être peut-être effectivement des enfants qui vont participer à des viols collectifs. Et voilà. Et ça peut être les vôtres. Voilà le problème. Et s'ils ne participent pas à des viols collectifs, ils pourront être complètement, comment dirais-je, attirés par la pornographie et la consommer dans votre dos, avec toutes les conséquences atroces que cela a sur le développement de l'enfant. Vous savez que la consommation de la pornographie rend débile. Ça rend débile, quoi. Quand on est addict à la pornographie, on est un être débile, au vrai sens du terme. Et puis aussi, lorsqu'on est en permanence excité sexuellement, on n'a pas envie de se marier non plus. On est incapable d'ailleurs de se marier. Hein. On devient une espèce de Don Juan qui finit. Vous connaissez l'histoire de Don Juan. Ouais. Ceux qui n'ont pas de culture littéraire pour aller regarder du côté de Molière ce qu'il arrive à Don Juan, bah, il finit dans un abîme. Et nous finirons, nous parents, dans le même abîme si nous ne défendons pas nos enfants sous prétexte qu'aujourd'hui nous avons peur. Et nous avons peur de quoi? Nous, en particulier les musulmans, qui se vantent haut et fort de ne craindre que Dieu. Moi, je suis désolée, aujourd'hui, ceux qui me disent qu'ils ne craignent que Dieu, je les vois craindre l'instituteur. Donc, c'est quand même assez déplorable. Donc, si vous ne craignez que Dieu, eh bien, allons-y, envoyons les lettres et sauvons les enfants. Rendez-vous sur le site mouvement-jre.com, recopiez la lettre que je vous propose et proposez-vous en tant que parent observateur pour contrôler ce qui se passe et empêcher les cours d'éducation sexuelle à vos enfants. Et ça, c'est des solutions crédibles. Et crédible et tout de suite. Je veux dire aussi à propos de cette action que je vous propose aussi, je vais le préciser ici, d'être, comment dirais-je, en collaboration les uns avec les autres et d'éviter aux familles fragiles d'envoyer les lettres. Vous voyez, je suis pas complètement inconsciente. Il me paraît important que des femmes seules, par exemple, avec des enfants, ne le fassent pas. Mais il y a quand même dans des écoles, tout de même, des couples aujourd'hui solides qui peuvent le faire pour leurs enfants et pour les enfants des autres. Pour les enfants de ces femmes, par exemple, ou de ces pères qui sont dans des familles monoparentales, pardon, et qu'on pourrait aider en étant solidaires avec la difficulté dans laquelle ils se trouvent. C'est-à-dire que normalement, si vous avez 1 ou 2 parents par école qui acceptent d'envoyer cette lettre pour tous les enfants de leur classe, ça met forcément le directeur dans la situation de se mettre en réserve pour toute l'école. Donc là, vous aurez évidemment des actions, je dirais, de grâce énormes devant Dieu, parce que non seulement vous aurez sauvé vos enfants, mais vous aurez aussi contribué à sauver les enfants de ceux qui sont fragiles socialement et qui pourraient se retrouver avec des problèmes avec l'ASE ou n'importe quelle institution comme la CAF, par exemple. Il y a des parents qui peuvent le faire pour eux et pour les autres. Si il n'est pas possible aujourd'hui en France de mettre en place ce type d'action pour soi et pour les autres à une petite échelle, dans la classe de ses enfants, dans l'école de ses enfants, eh bien, nous récolterons forcément, et tout le monde le sait, ce que nous aurons semé. Si nous semons l'abandon du combat, nous récolterons le sacrifice de nos enfants. Si nous semons la lutte et la lutte pour nos enfants et la protection de nos enfants, eh bien, nous récolterons une famille harmonieuse et nous vieillirons avec des enfants à nos côtés qui, à leur tour, nous protégeront et le jour du jugement, nous pourrons en rendre compte et nous serons sauvés. Parce que dans ce combat, il est aussi question, mesdames et messieurs les parents, de sauver votre âme.
En sauvant vos enfants, vous allez aussi sauver votre âme. Alors, si ça ne vous intéresse pas et si vous préférez sauver votre portefeuille, faites le choix. Merci à toi, Farida. Donc, comme tu dis, bah, écoute, on va clore le débat sur ce qu'on a voulu aborder ce soir, toi et moi. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. J'ai regardé, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci à toi, Farida. Merci à toi d'être monté. Merci à Roman. Ah oui, alors je vois une question là, Lilou 1727, même si c'est un troll, je réponds pour les autres. Pourquoi y a-t-il eu des bénévoles qui ont démissionné? Il n'y a pas de bénévoles qui ont démissionné. Cette histoire remonte à 2014. Je vais la raconter un jour parce que j'ai l'impression Oui, qu'on se sert de cela pour nous empêcher de défendre les gosses aujourd'hui. Il n'y a pas eu de démission collective en 2014. Il y a eu 2 ou 3 démissions de gens qui étaient des militants d'une autre organisation infiltrée dans la nôtre, c'est tout. Pour le reste, le communiqué en question était faux et signé par des gens qui n'étaient pas au courant que leur signature avait été utilisée dans cette opération. C'est tout pour aujourd'hui concernant cette affaire. Moi, je n'ai pas tellement envie, il faut me comprendre, vu la gravité dans laquelle se trouvent les familles, vu le péril immense qui pèse actuellement sur nos enfants, je n'ai pas envie d'entrer dans des explications de querelles d'organisation ou de personnes. Mon rôle aujourd'hui, le rôle de Roman, le rôle de notre équipe, la volonté que nous avons, c'est que collectivement, de manière solidaire, nous défendions les enfants. Alors les polémiques, vous savez, les conflits de personnes, avec des éléments qui sont absents du débat, des éléments objectifs absents du débat, avec une absence de preuves, avec une absence de confrontation publique, je dis que ce n'est pas intéressant. Soit vous voulez discuter avec moi de la façon dont nous pouvons ensemble gagner ce combat que nous menons depuis maintenant plusieurs années, soit vous voulez polémiquer, alors à ce moment-là, il faut s'adresser à une autre personne que moi, car je ne suis pas né pour mener un combat contre d'autres gens que moi-même. J'espère être né pour sauver les enfants. Et pour les voisins du quartier qui sont inquiets et qui ne veulent pas, que doivent-ils faire s'ils n'ont pas d'enfants? Tu as une idée, Farida? J'ai pas compris la question, Saber. Pour les voisins du quartier qui sont inquiets, qui ne veulent pas. Alors, Ils ne veulent pas quoi? ben ouais, c'est ça. Qui ne veulent pas quoi, donc. Si tu peux préciser ta question, s'il te plaît, Esmeralda. Merci. Voilà. Qu'est-ce que je voulais, moi? Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions sinon, hein. Voilà. Donc, vous ne m'entraînerez pas dans une polémique stérile qui serait menée au détriment des enfants. Ça, c'est clair et net. Je sais qu'on veut m'entraîner à cela. Je n'irai pas. Et on peut dire de moi ce qu'on voudra. Tant que Dieu me donnera la force et l'énergie et les portes ouvertes pour mener ce combat, je le ferai. Le jour où il, lui, fermera la porte sera fermée pour moi et je vous laisserai l'occasion de montrer votre détermination à faire le travail que nous faisons. Et d'ailleurs, nous appelons ceux qui veulent bien nous rejoindre à le faire, parce que les enfants ont besoin de toutes les bonnes volontés, n'ont pas besoin de polémiques. Je n'ai pas dans ma vie commis ni de crime, je ne suis pas lesbienne, je n'ai volé personne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qu'on pourrait dire? Je ne me suis pas prostituée ni droguée. Voilà, je suis une enseignante, je suis mère d'une famille nombreuse, je suis militante depuis 40 ans. Je ne suis pas sioniste non plus, on a voulu me mettre ça sur le dos. Ça suffit, je ne répondrai plus à ces, comment dirais-je, calomnies qui n'ont pour objectif que d'empêcher le développement d'un mouvement de défense des enfants, et ce crime-là est impardonnable. D'accord. Alors, la question qu'elle posait, c'était donc, et pour les voisins du quartier qui sont inquiets, qui ne veulent pas des droits sexuels, que doivent-ils faire s'ils n'ont pas d'enfants? Eh bien, ils peuvent justement faire en sorte. Il y a une autre action que nous préparons, que nous préparons là, qui pourra les concerner. C'est-à-dire que là, effectivement, l'action portes ouvertes sur l'éducation sexuelle,
est une action qui concerne surtout les familles, ceux qui ont des enfants, mais j'attends quelques semaines encore probablement pour lancer une autre action qui pourra être menée par ceux aussi qui n'ont pas d'enfants. Je n'en parle pas maintenant parce que tu sais comme moi, Saber, qu'il vaut mieux pas faire la publicité des choses avant qu'elles ne soient prêtes. Exactement. Et elles seront bientôt prêtes. Mais pour les voisins qui n'ont pas d'enfants, oui, bien sûr, il y aura de quoi faire puisque c'est le sort de la société tout entière et j'irai même au-delà. Hein. C'est le sort du monde entier qui est actuellement en jeu et au-delà de la société dans laquelle nous nous trouvons, du monde entier dans lequel nous vivons, c'est le salut de notre âme qui est en jeu. Ça, je le répète parce que c'est très important. Merci Farida. Samira, oui, tout à fait, on veut décrédibiliser Farida, mais totalement. On a bien vu les médias mainstream, hein, de la presse papier, hein, papier toilette, hein, comme Libération, etc., ce qu'ils ont dit, hein, la calomnie. Donc oui, oui, hein, tout à fait. Mais Dieu est là, vous inquiétez pas, la vérité se saura. Ça, c'est incontestable. Exactement. Merci à toi Farida. Merci pour ton invitation. Je voudrais encourager Yacine à poursuivre dans son idée, à condition qu'il la revisite selon les textes officiels et qu'il nous crée une très belle école hors contrat qui ne posera aucun problème aux enfants qui la fréquenteront, ni aux parents qui lui confieront leurs enfants. Merci beaucoup Farida. Et le message Merci sera Saber, entendu. je vous souhaite une bonne soirée à tous. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alaykoum salam Farida. Bonne soirée à toi et salut à Roman. Salam alaikum. Roman, Salam. auquel je veux rendre hommage, parce que s'il y a bien quelqu'un qui sait tout aujourd'hui à mes côtés, c'est lui. Il sait tout, il a tout vu. Et le plus important que je dois signaler concernant Roman, c'est que c'est mon compagnon de route depuis 4 ans qui travaille 10 à 18 heures par jour et je ne mens pas sur le quota horaire sans jamais avoir été payé un centime. Tu vois. Et après, on vient nous chercher des poux. Alors, le jour où on aura nos détracteurs qui seront capables, pendant 4 ans, comme il l'a été, capable, Roman, et comme je l'ai été moi-même, il faut le dire, capable de travailler sur ce quota horaire sans jamais avoir été payé et sans même avoir reçu le moindre état de gloire nulle part, et ben, je crois qu'à ce moment-là, nous aurons des interlocuteurs crédibles avec lesquels nous polémiquerons. Mais pour l'instant, je ne crois pas que ce soit possible. Non, Voilà, je vous embrasse tous.